avec des droits sur le terre, avec des parties sur les richesses de la terre. C'est tout ce qu'on demande. Chef de patrouille, le lieutenant Issoufa est l'un des 3200 combattants de la rébellion Touareg. Le Touareg, quand il trébuche ou quelque chose comme ça, il crie toujours. Pour montrer, c'est un acte de bravoure. On ne tombe pas et on ne pleurniche pas. Il se bat pour faire reconnaître le droit de ce peuple autochtone à disposer de sa terre. Un droit désormais reconnu par une charte de l'ONU. Dans cette zone-là, actuellement, il y a beaucoup des endroits où ils ont fait des puits pour faire des recherches. Et les pâturages sont déjà radioactifs. C'est déjà pollué, ce n'est pas très bon. Les terres ne sont plus accessibles aux autochtones qui habitent sur place. Les gens ne peuvent plus aller faire paître, soit il y a l'armée qui va les chasser, en complicité avec les grosses multinationales qui exploitent. Dans 40 ans, que restera-t-il aux Touaregs lorsque leur territoire sera troué de carrières et de mines? L'exploitation d'Imoaren commencera bientôt en 2012. Nous sommes autorisés à nous rendre sur le futur site de la mine, mais sous bonne escorte. L'armée du Niger protège le convoi d'une éventuelle attaque de la rébellion. Le personnel d'Areva vit dans un camp retranché, à l'abri d'immenses buttes de terre. L'équipe est déjà à pied d'œuvre pour installer les infrastructures. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir, à part cette stèle inaugurée par le président Tandja lors de la pose de la première pierre. Ce gisement s'étale sur 8 km du nord vers le sud et 2 km de large dans sa partie la plus large. Imoaren, c'est un projet gigantesque, environ 8 fois la somme à Irarit. 8 fois plus de terre à dégager, 8 fois plus de boue à la sortie de l'usine. La teneur d'uranium dans les minerais est de l'ordre de 8 pour 1000, je crois, donc c'est quelque chose de faible, mais l'étendue et le volume du minerai est tellement important que ça en fait un réservoir très important au niveau de l'uranium que l'on pourra en extraire. 200 000 tonnes sur les 40 ans. Et cette fois, promis juré, toutes les précautions seront prises pour éviter la contamination du site et des personnes. Avant même le premier coup de pelleteuse, Areva a décidé de faire un point sanitaire zéro. Des capteurs d'air sont déjà en action. Dans l'avenir, on pourra comparer les impacts de la mine avec l'état de l'environnement et de la population, réalisés avant le début de l'exploitation. Nous faisons ces états, nous les portons à la connaissance du public, et nous nous engageons et en même temps nous nous donnons un peu les bâtons pour nous battre si jamais on dévie. Et comme je disais dans une de mes interviews, il faut faire les choses justes dès maintenant pour que ça soit bon pour toujours. Et vous promettez la transparence? Mais absolument, on ne peut plus cacher. À partir du moment où vous avez donné ces éléments de base à quelqu'un qui vous surveille, vous ne pouvez plus vous dérober, c'est pas possible. L'uranium est produit dans des contrées lointaines, très loin de chez nous, très loin de nos préoccupations quotidiennes. On nous vend une industrie nucléaire propre. On nous parle du déchet ultime, jamais de la production de l'uranate en amont. À l'heure où la demande de carburant nucléaire n'a jamais été aussi forte sur la planète, cette industrie laisse derrière elle une pollution des sites. Une pollution présente lors des 100 000 prochaines années. À cette échelle, personne ne peut dire ce que ces déchets radioactifs deviendront. L'investigation s'est terminée. Pour ce soir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon. Même chaîne, même heure. D'ici là, si vous souhaitez. Donc, nous avons bien suivi. Areva champion dans les tueries. Oui, trafic de l'uranium. Relation
sur la domination, la politique, que la domination, la France. Alors, là, nous allons passer sur le dossier, parce que c'est important pour bien connaître le cinéma de la mafia. France-Afrique. Nous allons passer sur des dossiers importants. Et après, on reviendra sur d'autres dossiers très intéressants. Parce que aujourd'hui, c'est Areva. Oui. Hier, c'était Total. Aujourd'hui, c'est Areva. Areva voleur. Voleur. Donc, bienvenue dans le monde de la vérité. Avec le tiers africain. Ariane, ils y réussissent. Le tiers africain qui ne mâche pas ses mots, mais qui dira toujours la vérité. Sur la mafia, des bureaucrates, vous les voyez bien en cravate, mais des hommes très dangereux. Très dangereux. Voilà, c'est parti. Il faut bien comprendre la France, la politique de la France. Une politique mafieuse. Volume, le son toujours. On décrète régulièrement sa fin par des énoncés, disons, performatifs, mais elle semble survivre à chaque quinquennat. Est-elle un brave culbuto? Elle finit toujours par se redresser. J'ai nommé cette bonne vieille France-Afrique. On en parle dans ce nouveau numéro des Chroniques de Jacques Sapir. Bonjour à tous, on refait l'écho avec vous, comme toutes les semaines. Et bonjour Jacques Sapir. Bonjour Olivier. Au moment où nous enregistrons cette émission, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 9 mois. Il s'est déjà rendu au Mali dès les premiers jours de son mandat, au Ghana, au Burkina, au Maroc, en Algérie où il était déjà allé pendant la campagne, et très récemment en Tunisie, au Sénégal. Alors pour aborder cette vaste question, on a le plaisir de recevoir en studio Leslie Varenne. Bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant longtemps journaliste d'investigation, spécialiste de l'Afrique, et vous avez fondé l'IVERIS, l'Institut de veille et d'études des relations stratégiques. Avec nous également Philippe Evano, bonjour. Bonjour. Historien, proche des milieux chiraciens, à l'époque où le RPR était au pouvoir. Vous serez un peu notre insider, comme on dit en français. Et avant de revenir vers nos invités, l'édito liminaire de Jacques Sapir. Alors les enjeux postcoloniaux sont nombreux pour la France, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les échanges entre la France et ses anciennes colonies africaines, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsahélienne, soulèvent toujours d'ailleurs la question de ce qu'on appelle la France-Afrique. Il s'agit en d'autres termes des effets d'une structure post-coloniale qui peut d'ailleurs ne pas être voulue par le gouvernement, mais qui est bien souvent le fait de grandes sociétés françaises, grandes sociétés dont le poids sur le personnel politique français, que ce poids soit direct ou indirect, semble parfois suffisant pour que survivent dans les faits des pratiques qui ont été reniées dans le droit, voire dans les déclarations publiques. Cette ambiguïté est aujourd'hui un problème réel, car elle mine en réalité les rapports que la France peut avoir et doit avoir avec ces pays. Et pourtant, on devrait être dans des rapports en théorie d'égal à égal. Et oui, normalement, nous sommes effectivement en présence de relations entre États souverains. Mais dans les faits, existe une structure complexe de relations où le paternalisme se mélange à l'exploitation parfois la plus crue. La question du franc CFA, que l'on a déjà abordé dans les chroniques de Jacques Sapir, dans cette émission, est particulièrement représentatif de cet état de fait. Car le franc CFA avantage en réalité une minorité proche des pouvoirs en place, tout en étant un véritable problème pour une majorité de la population. On voit bien aussi que la politique de certains grands groupes industriels et commerciaux français, que l'on pense par exemple à la privatisation des chemins de fer dans ces pays et aux accidents tragiques qui en ont résulté, accrédite l'idée d'une persistance du fait colonial, quand bien même ce dernier n'est plus une réalité voulue par le gouvernement. Alors le gouvernement français s'en défend, et juridiquement il a parfaitement raison. Mais le problème c'est que bien souvent, il n'a souvent de cesse de vouloir influencer par la bande l'évolution politique de ces pays africains, parfois en réglant les fins de mois des budgets, mais parfois aussi en procédant à des manipulations plus graves. Il a donc
face à une certaine hypocrisie, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Vous savez, on pourrait reprendre là la fameuse phrase d'Orwell qui est au début de La ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, mais bien entendu, il y en a certains qui sont plus égaux que d'autres. Eh bien, c'est la même chose. Tous les pays sont souverains, mais bien entendu, il y a des pays qui sont peut-être plus souverains que d'autres. On le constate, l'image de relation normale entre États souverains est aujourd'hui, malheureusement, difficile à défendre. Et pourtant, cette image persiste. Et essentiellement parce qu'elle permet à la France, je dirais au gouvernement français, je ne parle pas là de la nation, mais bien du gouvernement, de ne pas assumer la totalité de ses responsabilités, tout en maintenant, par des canaux variés, sa capacité d'influence. La question qu'il faut donc poser serait de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette fiction et recréer une communauté? Mais une communauté où, cette fois-ci, chaque pays disposerait exactement des mêmes droits. Cela n'est pourtant pas possible. L'Afrique s'est développée aujourd'hui, et depuis maintenant 30 à 40 ans, dans un cadre international qui exclut tant juridiquement que politiquement le retour à cette idée de communauté. Comment donc arriver à sortir de cette sphère des non-dits, des influences occultes, et aussi des reproches aigrement partagés de part et d'autre? C'est effectivement la question de fond, la question de l'avenir. Alors je n'ai pas résisté en préparant cette émission à vous repasser le fameux extrait du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'était en novembre dernier, écoutez. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interprétation. Oui, tu es le président de Burkina Faso, tu es le président des deux Congos, tu es le président de toute l'Afrique centrale, et tu es le président de Burkina Faso. Arrête de mentir. Celui qui est président au Burkina Faso n'est qu'un petit préfet de la France. Il faut dire la vérité. Je ne suis pas le président du Burkina Faso, alors au-delà de l'aspect comique ou de l'aspect polémique, et quoi qu'en pensent les uns ou les autres, et il me semblait que le fait même qu'il y ait eu polémique montre bien que les gens se rendent compte qu'il y a une ambiguïté profonde sur cette question. Alors Philippe Evano, je me tourne d'abord vers vous, une question très simple pour que les auditeurs comprennent bien. La France-Afrique, vous la connaissez, quels sont les intérêts de la France en Afrique ? C'est vraiment la grande question, et c'est la question que différents auteurs, par exemple Antoine Glaser, Stephen Smith avait très bien posée il y a quelques années. C'est qu'il semble que depuis un bon moment, la France ne soit plus capable de dire clairement quels sont ses intérêts en Afrique, et que même on soit dans une forme de déni. Il serait, paraît-il, choquant de dire que nous avons intérêt à assurer notre approvisionnement en combustible nucléaire, en pétrole, en différents produits, et que ce serait choquant de le dire franchement, et de dire pour quelles raisons, dans tel ou tel pays, nous avons des intérêts à défendre. À partir de là, on est dans un discours incantatoire, et ce discours est tenu par des gens qui, très souvent, ne savent pas ce que veut dire le mot France-Afrique, puisque c'est un mot qui est en réalité à l'origine, dans les années 30, un très beau mot. C'est celui de l'idée d'une communauté de destin contrainte d'ailleurs par la géographie. L'Afrique est notre sud et nous sommes leur nord. Une communauté de destin entre la France et l'Afrique, et qui se dégrade au fil des années 70 et 80-90 pour devenir le symbole de la prédation, de la corruption, voire de dérives mafieuses qui sont un peu la conséquence d'une classe politique française et africaine qui serait plus intéressée par l'argent qu'il est possible de mettre de côté que par la construction des États respectifs. Leslie Varenne, pourquoi est-ce qu'on reste présent en Afrique ? Est-ce qu'on est présent en Afrique? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on a une politique africaine? Je crois que à Ouagadougou, justement, Emmanuel Macron nous a dit qu'il n'avait pas de politique africaine. C'est grave. Il faudrait au moins qu'on ait une politique. On n'en a pas. Je crois qu'on gère actuellement, on gère tout à vue, avec une méconnaissance totale des enjeux. Et là, on voit bien avec tout ce qui se passe, y compris à Ouagadougou, y compris à Abidjan, lors du sommet UAE, qu'on ne sait pas où on va. On navigue à vue et on a des intérêts. Bien sûr, on pourrait avoir des intérêts, mais on est dans une perte d'influence
actuellement avec les autres acteurs, avec les États-Unis qui prennent pays après pays toute l'influence française. Il faut aller voir d'ailleurs, je pense que derrière cette campagne anti-franc CFA, derrière cette campagne absolument détestable, on reparlera de la souveraineté monétaire après, mais derrière cette campagne, il y a une grande partie du soft power américain qui est là pour reprendre, et la France ne fait rien, ne bouge pas, et ne défend même pas ses intérêts. Et on pourrait avoir une vraie politique africaine sans corruption, sans affaires sales. Oui, on pourrait avoir une vraie politique africaine gagnant-gagnant, sans corruption, sans affaires sales. Mais à ce moment-là, il faudrait que la France arrête de soutenir des chefs d'État dont les peuples ne veulent plus. Ça commence aussi par là, parce qu'on ne changera rien tant qu'on continuera des coopérations militaires et policières avec des pays comme le Congo-Brazzaville, tant qu'on continuera à soutenir Faure Gnassingbé alors que sa population n'en veut plus au Togo et qu'il y a des manifestations sans arrêt, tant qu'on proposera un métro à Abidjan dont tout le monde se fout et qui coûte 1 milliard de francs, enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut revoir. Chez Pierre, sur ces questions de souveraineté. Alors, on voit bien le problème. Et on voit bien surtout, et je suis là extrêmement réceptif avec ce qu'a dit Philippe Evano, le fait que l'on n'ait plus de politique par rapport à ces pays d'Afrique, chose d'ailleurs que vous nous confirmez, Leslie Varenne, laisse la porte ouverte aux intérêts des grandes entreprises qui, à ce moment-là, peuvent s'investir dans cette espèce de vide, de choses non existantes, et chercher à tirer le gouvernement français dans une direction, dans une autre, et là uniquement pour servir leurs propres intérêts. Là, il y a un véritable problème, n'est-ce pas ? Le problème est double. D'une part, la politique qui se mène, effectivement, est beaucoup plus déterminée par les intérêts des grands groupes du CAC 40 que par des intérêts nationaux bien compris de la France en Afrique. Et en plus de cela, cette politique méprise complètement le poids considérable sur le terrain des PME, PMI françaises, qui, elles, payent leurs impôts rubis sur l'ongle, alors que les grands groupes, d'ailleurs qu'ils soient français ou autres, peuvent moduler très largement leur participation, leur contribution au budget de l'État. Les PME, PMI françaises, par contre, en Afrique, contribuent énormément au budget de l'État, et même, pour citer l'exemple de la Côte d'Ivoire, les entreprises françaises, toute taille confondue, représente 25% de l'économie ivoirienne et participe à hauteur d'environ 55% aux rentrées budgétaires de l'État ivoirien. Donc c'est carrément énorme et ça contredit, de ce point de vue-là, absolument l'image que la France donne de sa présence économique en Afrique. Et ça veut dire aussi que les grands groupes, même s'ils arrivent à ne pas payer complètement leurs impôts, alors je ne sais pas si c'est justifié, mais il a été réclamé en Côte d'Ivoire 800 millions de francs CFA à Bolloré d'impôts impayés. C'est une grosse somme. Et par contre, on n'entend jamais parler d'une PME-PMI à qui on dirait vous n'avez pas payé les impôts des 10 dernières années. Ça n'existe pas. Elles ont tout payé rubis sur l'ongle et bien au-delà. Alors, oui. Ce que je voulais dire, c'est que les grands groupes comme Bolloré font vraiment énormément de mal à la France et ils ne rapportent rien aux citoyens français et ils ne rapportent rien à la nation française. Donc on les considère comme ce qu'on appelle la France-Afrique, mais en fait c'est eux-mêmes, comme ils ne représentent qu'eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et ils se sont d'une certaine manière approprié cette idée de la politique africaine française. Alors on sait que Bolloré a été impliqué dans un très grave accident de chemin de fer. Il y a de ça maintenant 2 ans, à peu près. Cette affaire d'ailleurs continue d'être plaidée. Le procès, je crois, n'est pas encore terminé là-dessus. Ce qui pose quand même un véritable problème. En fait, quand on parle de ces pays, ne serait-ce que par exemple que pour les pays d'Afrique de l'Ouest, le vrai problème, c'est la question du développement économique, du développement social, du développement humain. C'est aussi de sortir de ce qu'on appelait autrefois, dans les années 30 aux années 50, l'agriculture de plantation. C'est de définir des ressources pérennes, qui soient à la fois des ressources pérennes économiques et des ressources pérennes fiscales. Donc c'est ça en réalité ce problème, et ça impliquerait des politiques qui soient réellement construites. Or, d'après ce qu'on voit, c'est pas du tout de cela dont on parle. On parle plutôt de problèmes de relations politiques,
Mais on ne parle pas de ces véritables problèmes du développement. Non, on ne parle pas du problème du développement. Regardez ce qui s'est passé au sommet UAE. Juncker arrive et dit on va faire un grand plan Marshall pour l'Afrique. Alors on a un fonds de 44 milliards et puis c'est un plan Marshall pour l'Afrique. Le lendemain, partout dans les journaux, vous aviez le plan Marshall pour l'Afrique. Vous vous intéressez à ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une stratégie pour dire comment on va aider, on peut faire des partenariats gagnant-gagnant pour industrialiser l'Afrique, pour électrifier l'Afrique. Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas 44 milliards dans le fonds, parce que moi j'ai téléphoné au service de Juncker en disant qu'est-ce que c'est que ce fonds? C'est un fonds fiduciaire. Il y a 3 milliards dans le fonds qui ne concernent pas l'Afrique et on cherche à faire un fort effet de levier pour avoir cet argent-là. On voit bien que c'est n'importe quoi. Le milliard que Macron a promis sur les startups, c'est pourquoi? C'est pour 55 pays, ça n'existe pas, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de France-Afrique, il n'y a pas de politique. Chacun fait son petit bout de gras comme il le peut, et voilà ce qui existe, quoi. Alors, il y a un autre problème, Philippe Evano, c'est d'une certaine manière la faiblesse des administrations locales. Dans certains pays, alors elles sont plutôt bien construites, on sait par exemple qu'au Sénégal, ça va un peu mieux, et même sérieusement mieux que dans d'autres pays. Dans d'autres pays, par contre, on voit que ces administrations ne fonctionnent pas. Sont gangrénés par la corruption, gangrénés très souvent par l'incompétence aussi. Est-ce que ce n'est pas un préalable à la mise en place de toute politique de développement? Alors sur cette question-là, bon, vous avez un constat, c'est que dans les années 60, c'est la mise en place des nouvelles administrations, c'est-à-dire le remplacement au fur et à mesure des départs à la retraite des fonctionnaires français maintenus en poste, et on arrive au début des années 80, on a des administrations africaines qui globalement fonctionnent bien, avec des gens compétents et convenablement payés. À ce moment-là, il y a les jeux américains qui cherchent, malgré les accords qui ont été passés et qui font que, moyennant le containment contre le danger communiste, le péril rouge assuré par la France, dans ses anciennes colonies, les Américains nous laissent faire, nous laissent mener la politique que l'on veut. Mais en réalité, ils ne tiennent pas vraiment parole. Ils analysent notamment les faiblesses de l'économie de plantation en Côte d'Ivoire et décident de jouer sur les cours du cacao pour effondrer l'économie ivoirienne. Ils y réussissent. Et à partir de là, on rentre dans le cycle infernal des plans d'ajustement structurel et des facilités d'ajustement structurel qui, à partir du milieu des années 80, entraînent la transformation d'une économie formelle en informelle. La corruption galopante et le chômage de masse. Voilà. Et ça n'a pas cessé d'augmenter depuis. À partir de là, le fonctionnaire en Afrique a un salaire qui autrefois permettait